Merci de m'avoir invité. Alors c'est un sujet passionnant, compliqué. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais on va faire un peu de perspective. J'ai suffisamment de conflits d'intérêts pour que vous preniez avec précaution ce que je vais dire. La prise en charge du CHI quand on la présente aux étudiants, ça peut être simple en fait. On a parlé de choses très compliquées, mais si on part au début, la tumeur elle est petite, elle est accessible à un traitement curateur. Après, ça se complique. Il y en a plusieurs. On passe à la chimio-embolisation. Et après, ça se gâte franchement. C'est le stade avancé. Invasion vasculaire, traitement systémique ou radio-embolisation, on va en parler. Et puis métastase, traitement systémique. Et puis les patients qui sont décompensés, OMS 3 ou 4, c'est soins palliatifs. Et c'est quand même beaucoup de patients. Donc c'est assez simple. Ce qui est compliqué, ce sont les zones de chevauchement dont on a parlé. De ce côté, je n'y reviendrai pas. Ici, oui. La transition de chimio-embolisation à traitement vraiment du CHC avancé, ce n'est pas un problème anodin. La chimio-embolisation, c'est le traitement le plus fait au monde à l'heure actuelle, avec des indications qui, dans les recommandations, sont assez claires. CHC multifocal, certes, mais pas trop gros ni trop nombreux. CHI2A, OMS 0. Quand on regarde ce qui se passe en pratique dans toutes les études épidémiologiques, c'est très peu respecté et souvent on dépasse les critères de chimio-embolisation. Donc 40% des cas dans cette étude. Et puis dans cette étude, vous voyez très bien, des BCLC-B, 70% de chimio-embolisation, OK. Mais dans les BCLC-C, qui sont des indications de traitement systémique, il y a quand même 50% de chimio-embolisation. Alors c'est ce qu'on voit souvent en RCP, c'est-à-dire en RCP, on n'est pas très sûr que la chimio-embolisation va être bien, mais on se dit, après tout, ça fera un traitement supplémentaire, et puis on sera toujours à temps à l'évaluation, si ça ne marche pas, de passer au sorafenib. Et ça, c'est parfois ou souvent une fausse bonne idée, parce qu'en fait, quand on regarde toutes les études, ça c'est l'étude optimiste qui est observationnelle sur plusieurs continents, bien, très peu de patients qui sont passés par la chimio-embolisation vont aller au sorafenib. Dans cette étude où on était parti de 1600 patients, il y en a 500 qui deviennent inéligibles à la chimio-embolisation et sur ces 600, il n'y en a que 47, c'est très peu, qui ont le sorafenib en temps voulu. Alors, ce sont les risques de faire la chimio-embolisation de trop. Le premier risque, c'est d'être toxique pour le foie. On est sur foie cirrhotique. Et vous voyez qu'il y a des toxicités qui surviennent sur l'albumine, sur la bilirubine, dans près de 30% des cas pour l'albumine. Et surtout, ces toxicités, elles sont quasiment irréversibles. Elles deviennent chroniques. Donc, il ne faut pas croire que l'on va récupérer 2-3 mois après. Souvent, c'est définitif. Et là, on ne peut plus traiter les patients. Et pourtant, on a des traitements systémiques efficaces. Le deuxième risque de la chimiothérapie de trop, c'est d'être inefficace et de retarder la mise en place du traitement systémique. Et plus le traitement systémique est mis en place tard, là c'était les résultats de l'étude Sharp, moins son effet est bon. Et ça par rapport à l'absence de traitement et au placebo. Alors, on n'a pas de données prospectives pour prouver ça. On a 2 études asiatiques, japonaises, qui sont rétrospectives avec tous les biais que ça, mais rétrospectivement on prend les patients et au moment où ils sont inéligibles à la chimio-embolisation, eh bien, il y a 2 cas. Il y a ceux qui ont été switchés sous sorafenib, c'est cette courbe de survie. Et puis ceux qui ont continué malgré tout la chimio-embolisation, c'est cette courbe de survie. Donc, je pense qu'il faut être très attention et poser les bonnes indications à l'heure actuelle. La bonne indication, c'est un petit peu compliqué, ce n'est pas consensuel, mais globalement, il y a 2 types de profils. Il y a le profil de la tumeur, pas très nombreuse, sur lequel on peut faire des traitements systémiques, peu agressive, avec une alpha-fétoprotéine basse qui grossit très lentement, un patient en très bon état général sans aucun retentissement. C'est vraiment un profil loco-régional. Et là, la chimio-embolisation va contrôler la maladie. Par contre, vous avez ces tumeurs multiples, une alpha-fétoprotéine qui monte rapidement, un patient qui est altéré, on revient à l'index OMS, qui est un des critères histologiques de mauvais pronostic. Là, très clairement, ça va nous échapper. On est sur une maladie systémique et en oncologie, quand une maladie est systémique, il faut mettre un traitement systémique et peut-être passer directement à des traitements dont on dispose, dont les inhibiteurs tyrosine kinase. L'autre question, si on a dit on fait la chimio-embolisation, c'est savoir quand on arrête. Or, parfois, c'est simple. S'il y a une progression métastatique ou une invasion vasculaire, on arrête. Mais souvent, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de progression, mais on est plutôt en échec.
Et l'échec est difficile à déterminer. Mais si au bout de 2 séances, on n'a pas réussi à contrôler une tumeur, il y a peu de chances qu'on arrive à la 3e. Si l'alpha-fétoprotéine continue à monter, s'il y a des nodules qui apparaissent très rapidement, on est plutôt de nouveau sur un profil systémique et très certainement qu'il faut penser au traitement systémique. La dernière raison d'arrêter, c'est dégradation de la fonction hépatique. Mais là, il ne faut pas attendre le Child-B, parce que si on passe au Child-B, c'est trop tard. Donc, il faut regarder des paramètres beaucoup plus précis et voir si l'albumine baisse ou la bilirubine monte. Ça, c'est très théorique, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de RCP qui décident de la chimioembolisation sur la cinétique de l'albumine. Mais je pense que c'est important. Alors, c'est d'autant important que maintenant, on a des traitements systémiques efficaces, comme je l'ai dit. Et on va commencer par la première ligne. Alors, première ligne, on dit qu'en oncologie, de la première ligne dépend le pronostic en palliatif et qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut être un peu agressif. Alors, dans le CHC, pour l'instant, on a peu de chances de se tromper parce qu'il y a que le sorafenib. On est assez tranquille, mais ça va changer. Le sorafenib, c'est une douzaine d'années maintenant. Je ne vais pas refaire l'étude Sharp, vous la connaissez. C'est un médicament qui bloque diverses récepteurs tyrosine kinase, dont le récepteur 2 du VEGF, et vous verrez que c'est une constante. Dans tous les médicaments que je vous présente, ce récepteur est bloqué, donc c'est un récepteur important dans le contrôle tumoral. Les résultats, on les connaît, le bénéfice est significatif. Le gain de survie global de 2,8 mois a pu être jugé minime, mais on est sur une maladie très grave, et minime au regard des effets indésirables. Cependant, il est réellement significatif, et quand on voit un malade, on ne va pas, je ne vais pas lui dire vous allez vivre 2,8 mois de plus, je ne sais pas, c'est qu'il y aura un bénéfice dont l'amplitude est difficile à déterminer, mais il y a des patients, et ce sont plutôt ceux-là qui vont tirer un réel bénéfice du sorafenib. On n'est pas très bien capable de les déterminer, mais ces patients existent. Toujours est-il que même avec ce bénéfice minime, jusqu'à présent, personne n'a fait mieux. Et pourtant, ça n'a pas été faute d'essayer. Il y a un certain nombre de médicaments qui ont essayé de montrer leur supériorité et tous ces médicaments ont échoué en phase 3. Et puis est arrivée la radioembolisation qui s'est mise dans cette indication. L'indication, c'était échec de la chimioembolisation et ou thrombosport, qui sont théoriquement des indications du sorafenib. 3 études, radioembolisation versus sorafenib, une française, une asiatique, une européenne. Les 3 de phase 3 sont négatives. C'est-à-dire qu'on peut conclure que la radioembolisation n'a pas de bénéfice par rapport au sorafenib. Alors on se dit peut-être que sur les patients avec thrombosport, ça marche mieux. Quand on regarde les analyses de sous-groupe des différentes études, ça c'est l'étude SARA, bien vous voyez que le bénéfice n'est absolument pas clair et qu'en cas d'invasion portale, c'est même plutôt en faveur du sorafenib. Alors, mon interprétation, c'est que les critères d'inclusion étaient un petit peu larges et qu'on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand une maladie est multifocale avec une thrombose portale extensive, un gros syndrome inflammatoire, une altération de l'état général, on est sur une atteinte systémique et que c'est le traitement systémique qui va être important et en l'occurrence, c'est le sorafenib. Les bonnes indications sont probablement des tumeurs beaucoup plus localisées, peut-être avec une thrombosport de contact, peut-être un peu volumineuse, mais sur lequel on va pouvoir faire un traitement efficace avec une bonne dose de radiothérapie qui va être administrée, avec des contrôles de dosimétrie, mais on est plus proche des indications de chimioembolisation que des indications de sorafenib. Alors, peut-on utiliser la radioembolisation? Oui, parce que l'HAS a eu une vision assez bienveillante de ses essais cliniques, qui, je rappelle, sont négatifs, et a proposé une AMM avec remboursement. Partant du principe que finalement, ce n'est pas très différent dans les résultats, que c'est bien toléré, que donc chez les patients qui ne peuvent pas avoir de sorafenib, pourquoi pas faire la radioembolisation? Alors, ce n'est pas soutenu par les études cliniques, et ça donne un intitulé d'AMM qui est assez, on va dire, étonnant. Alors, ça part bien, traitement palliatif des carcinomes hépatocellulaires, OK. Stade BCLC B ou C avec thrombose portale. Donc l'HAS a inventé le concept du BCLCB avec thrombose portale. Je pense qu'il faudra en parler à l'équipe de Barcelone qui sera intéressée. Score ECOG 0,1, ça va. Fonction hépatique préservée Child-A et B. Je pense qu'il n'y avait pas d'hépatologue dans la commission quand même, parce que la cirrhose Child-B compensée, c'est moyen. Non éligible au sorafenib, je ne sais pas ce que c'est, ou en échec de sorafenib peut-être, mais on n'a aucune donnée dans la littérature pour l'indiquer.
Ça, c'était pour TerraSphere, et SearSphere, plus récemment, a eu à peu près le même libellé d'AMM. Donc, on peut le faire, oui, mais probablement dans la pire des situations, qui sont les mauvaises indications de la radioembolisation. Donc je pense que là, il va falloir retravailler, qu'il va falloir faire des études peut-être académiques pour bien démontrer que la radioembolisation, qui a certainement un intérêt, là, dans des situations particulières. Alors, première ligne, c'est fini? Non, pas tout à fait, parce que récemment, un médicament a obtenu, ou va obtenir, dans le remboursement, l'AMM et le remboursement, c'est le lenvatinib. Le lenvatinib, il s'est attaqué au sorafenib de façon plus humble. Il n'a pas cherché à être supérieur, il a cherché à être non inférieur. Et ça marche, l'étude est faite pour ça, pas d'infériorité. Alors, il bloque le VEGFR2, mais également le récepteur FGF, qui est un récepteur impliqué dans certaines tumeurs, probablement un petit peu plus agressives. Alors, ce qui est à noter sur ce lenvatinib, sur ce médicament, c'est qu'il entraîne des réponses tumorales beaucoup plus importantes et qui sont assez intéressantes, puisque c'est 40% de réponses selon MRECIST et 20% pratiquement selon RECIST. C'est beaucoup plus qu'avec les autres TKI, puisque c'est en général 3-4%. Donc une activité antitumorale plus marquée. La seconde caractéristique, c'est un profil de tolérance très différent de celui du sorafenib, avec moins de syndrome pieds-mains, d'asthénie, de diarrhée, mais par contre beaucoup plus d'hypertension, qui sont difficiles parfois à contrôler. Et donc, tous ces paramètres seront à prendre dans la décision, mais il n'y a pas d'argument fort actuellement pour choisir une molécule par rapport à l'autre en première ligne. Alors, la seconde ligne. Alors, on est un peu moins confiant en seconde ligne. On a des patients qui ont évolué, qui sont plus fragiles, on craint d'altérer leur qualité de vie. Il y a eu des essais qui sont positifs, mais dans des populations sélectionnées, c'est-à-dire des patients qui sont encore bien après avoir progressé sous sorafenib, qui sont SHAI2A. Et 3 molécules ont fait preuve de leur efficacité. Le régorafenib, le plus avancé, qui a l'AMM et le remboursement. Alors, c'est la petite sœur ou le petit frère du sorafenib, c'est très voisin, mais avec un profil d'inhibition plus large. Le bénéfice, il existe, il est significatif, et ça ressemble beaucoup à l'étude de première ligne sorafenib. Et il était utilisé chez des patients en échec du sorafenib, mais qui toléraient le sorafenib. Alors c'est probablement important parce que ce qu'on se rend compte, c'est que la tolérance du régorafenib est bonne en seconde ligne, et pour ceux qui font de l'oncologie digestive et du côlon, bien meilleure que ce que l'on observe avec les cancers du côlon. Donc une tolérance qui est satisfaisante et souvent meilleure que ce qu'on avait avec le sorafenib. La deuxième molécule, c'est le cabozantinib, qui a l'AMM et qui est en attente de remboursement. Alors, c'est un bloqueur, encore une fois, du VEGFR2, mais également de c-MET, ce qui a un intérêt théorique, parce qu'un des mécanismes d'échappement au sorafenib, c'est l'activation de la voie c-MET. Là, c'est utilisé en seconde ligne versus placebo aussi. L'étude est positive, et le profil de tolérance est celui des TKI, c'est-à-dire pas excellent, comme toutes les TKI, et ça nécessite un suivi des patients de façon à bien administrer le traitement. La dernière molécule, c'est le ramucirumab, qui est un anticorps qui ne va bloquer que le VEGFR2, mais qui le bloque de façon forte, comme tout anticorps. Et ce médicament a montré, dans 2 études, un bénéfice chez les patients en échec du sorafenib et avec une alpha-fétoprotéine supérieure à 400. Un des avantages de ce traitement, c'est sa très bonne tolérance, comme tous les anticorps anti-angiogènes, avec un risque d'hypertension modéré, ce qui fait que ce patient a un impact plutôt favorable sur la qualité de vie. Ceci dit, il n'a pas pour l'instant d'AMM, ni de demande d'AMM en cours, et donc je ne sais pas si on pourra l'utiliser. Alors, l'immunothérapie, tout le monde en parle de l'immunothérapie, c'est probablement un traitement extrêmement intéressant et qui va changer le traitement du carcinome hépatocellulaire. Les résultats ne sont pas mûrs. On a des données très intéressantes en phase 1 pour des anti-PD-1, le nivolumab et le pembrolizumab, suffisamment importantes que sur ces données, l'AMM ait été obtenue en 2e ligne aux États-Unis, mais pas en Europe. En Europe, on attend toujours les données de phase 3. Et en l'occurrence, il faut être prudent puisque la phase 3, qui comparait le pembrolizumab au placebo en seconde ligne,
vient d'être communiquée de presse, et elle est négative. C'est-à-dire que, visiblement, on a encore du travail pour bien identifier les patients qui bénéficient de l'immunothérapie et certainement faire des études plus ciblées. Alors, le développement continue avec des combinaisons diverses en phase 2, en phase 3, donc il y a un gros travail de recherche, mais qui va venir pour les prochaines années. Donc, si je résume où on en est, eh bien, il y a 10 ans, on était soins de support, c'était le placebo de l'étude Sharp, c'était 8 mois. Avec sorafenib et lenvatinib, on est actuellement à 13 mois, parce qu'on maîtrise mieux le sorafenib, le lenvatinib donne à peu près 13 mois. Chez certains de ces patients, on va pouvoir passer en seconde ligne. Ce sont des patients d'évolution plus lente, qui, on le voit, même sous placebo, ils vivent de façon prolongée. Mais on gagne encore avec le Cabo ou le Rego. Et ça, c'est les données que j'ai calculées par rapport aux publications, mais probablement qu'à l'échelle individuelle, on est à plus de 2 ans de survie. Donc c'est très significatif, puisqu'on est passé de 8 mois à, pour un certain nombre de patients, plus de 2 ans. Avec le ramucirumab, les résultats sont un peu moins bons, mais on est chez des patients plus graves de base. Alors comment avancer? Eh bien, pour l'instant, comment choisir? Voilà comment on choisit. On a des tas de techniques, mais on envoie la boule dans un vieux flipper et on voit où ça retombe. C'est à peu près ça. On avancera. Alors on dit qu'il faut faire des études stratégiques, c'est académique, oui, mais des études stratégiques, quand il y a un nombre infini de combinaisons et de séquences, c'est quasiment impossible. Et puis les études de phase 3, ça allait bien il y a des années, mais les études de phase 3 sur une population aussi hétérogène comme on l'a dit, je ne sais pas à quoi ça rime au stade de la médecine personnalisée. En gros, vous allez avoir dans quelques temps les résultats de l'étude première ligne nivolumab versus sorafenib. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais si le nivolumab est négatif, ça sera catastrophique parce que ça risque de mettre en péril le développement de l'immunothérapie alors que c'est un bénéfice chez 20% des patients. Si inversement l'étude est positive, le nivolumab deviendra le standard en première ligne, alors qu'il n'est utile probablement que chez 20% des patients. Au coût de la molécule, ça me semble quand même déraisonnable. Et les patients, quand j'ai un patient, j'ai besoin de savoir ce qui va être bon pour lui. Voilà ce patient, CHC multifocal, 1600. Si demain j'ai le nivolumab en première ligne, je vais lui mettre du nivolumab. Ce patient, voilà ce qui s'est passé 16 mois après. Il est en pleine forme, il a 4,5, il a eu du sorafenib. Est-ce que je l'aurais apporté un bénéfice avec le nivolumab? J'en sais rien. Regardez ce patient, une grosse tumeur avec thrombose portale. Là, vous me dites excellent candidat à la radioembole. Voilà les résultats 12 mois après. Il est en réponse complète, il est opéré, il n'y a plus de tumeur. Oui, mais il n'a pas eu une radioembole, il a eu du brivanib. Le brivanib, c'est la molécule qui n'a pas prouvé son efficacité en phase 3. Voilà, on peut douter des phases 3. Et puis voilà le dernier cas, une patiente. Elle est CHC sophrono-cirrhotique, elle a opéré, elle a un nodule de carcinose qui grossit doucement, elle est sous sorafenib. Ça grossit, pas très vite, mais ça grossit. Elle supporte très mal, donc on la met dans un essai thérapeutique. Et voilà 6 semaines après ce qui se passe. Et ce qu'elle a eu, c'est l'anti-PD-1, qu'elle réclamait beaucoup parce que tous les patients veulent de l'immunothérapie. Ce n'est pas une fausse progression, hein. Ça a été vérifié 2 mois après, et elle est recontrôlée par les TKI. Donc voilà, quand même beaucoup de questions, hein. Alors, comment on s'en sort, hein? Comment on s'en sort? Eh bien, comme je suis de Bordeaux, je vais parler du vin. Ça semble absurde quand on a un plat de dire « je veux du vin ». Normalement, il y a un sommelier qui vous donne le vin qui est adapté. Eh bien, le biologiste pour le CHC et le sommelier pour le vin, à peu près. C'est-à-dire qu'il devrait être capable de nous dire qu'est-ce qui va marcher et ce qui ne marchera pas. Alors, probablement qu'on peut un peu, voici l'étude lenvatinib versus sorafenib. Les deux marchent pareil, ok, mais peut-être que ça ne marche pas pareil chez les mêmes patients. Et donc, on teste la voie FGF. La voie FGF que vous avez ici, quand elle n'est pas activée, je simplifie, il n'y a pas de différence entre les deux. Quand elle est activée, le pronostic est moins bon. Mais vous avez ici le lenvatinib, ici le sorafenib. Donc, c'est à confirmer. C'est probablement naïf de penser qu'il n'y a qu'une voie qui va nous permettre de déterminer quel traitement on peut mettre, mais on va certainement progresser. On a déjà les classifications moléculaires dont on a parlé, seulement on ne s'en sert pas. Et ça fait 10 ans qu'elles sont là et validées. Alors pourquoi ne s'en sert-on pas? C'est un problème de coût.
Ça coûtait très cher au début des années 2000, ça coûte beaucoup moins cher, donc ça devrait s'arranger. Et puis c'est un problème d'économie, mais d'économie intellectuelle qui confine un peu à la paresse. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on ne biopsie pas, parce que de toute façon, les résultats de la biopsie, on ne s'en sert pas. À quoi ça sert d'aller chercher des facteurs prédictifs de réponse au sorafenib, puisque de toute façon, on n'a que le sorafenib. Maintenant, je pense qu'il va falloir biopsier, on l'a déjà dit, il va falloir s'y mettre et qu'on va avoir des données et qu'on va pouvoir chercher ce qui va bien marcher. Et donc, mon schéma tout simple, oui, il est tout simple, sauf que il va falloir mieux déterminer la fonction hépatique, il va falloir déterminer la biologie de la tumeur, la biologie du foie non tumoral, les paramètres d'immunothérapie, la pharmacocinétique, et là, ça va être compliqué tout ça, hein, je vais vous dire. Ça va être très compliqué. Alors, vous pouvez faire appel à votre RCP. Autrefois, la RCP, ça permettait de couvrir tout le champ de la médecine. Je suis plus sûr que ça soit possible, il faut faire les experts. Qui ont l'avantage d'avoir l'expérience et puis un petit peu plus de plateau technique, mais il faudra également de la biologie. Et quand on voit tout ça, et c'est le schéma que Sébastien avait montré, je ne suis pas sûr que nos neurones, en tout cas les miennes, soient capables d'appréhender tout. Et donc on va vers le futur, et le futur, ce n'est pas la phase 3 avec tous les patients, le futur, c'est l'intelligence artificielle, c'est les grosses bases de données, et ces grosses bases de données, il va falloir les remplir, et si on les remplit avec toutes les données qu'il faut, eh bien ensuite, on va avoir certainement des algorithmes qui vont nous donner des pistes que l'on pourra valider dans des essais cliniques, c'est plutôt l'avenir. Et donc nous, en France, on a la chance d'avoir la cohorte CHIEF qui va démarrer. Et donc je ne sais pas quel traitement il faut mettre, la radio en bol, le lenvatinib, le SORAF, mais vous allez tous le faire avec vos convictions, avec les règles qui sont les règles d'AMM. Mais ce qui est important, c'est de voir ce que ça donne. Et donc de mettre tout ça dans des bases, de mettre de la biologie, de mettre de l'histologie, c'est notre rôle à tous. Et ensuite, eh bien, les ordinateurs fonctionneront et ensuite, on pourra avancer dans la recherche clinique. Donc ça sera ma conclusion, incluée dans le chiffre. Merci. Merci Jean-Frédéric pour ce magnifique topo. Donc il y a quelques questions qui ont été posées, mais je vais commencer par une, moi, parce que vu la complexité maintenant de la prise en charge du CHC, qu'en est-il des RCP en libéral, dans les hôpitaux généraux, et faut-il adresser tous les dossiers au CHU? Parce que nous, on n'a pas les capacités de répondre à toutes les questions nécessaires pour adapter le traitement à la carte, le mieux pour le patient. Qu'est-ce que tu préconises, toi, Jean-Frédéric? Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des capacités locales de certains centres. Et je crois que on a à définir le recours et à le définir ensemble avec les centres et leurs possibilités. Les décisions sont parfois pas très compliquées. Un petit nodule de 2 cm centro-hépatique chez un patient de 80 ans, je crois que tout le monde prendra la décision de radiofréquence, ça n'a pas changé grand-chose. Donc il y a des situations qui sont très standards et qui sont dans le BCLC, ou si on a les traitements, on pourra le faire. Et puis il y a toutes ces situations un peu frontières, mais qu'on a bien définies, où là, il faudra de l'expertise. Mais certainement pas tous les patients dans les centres experts, sinon c'est pas toujours utile et ça va exploser. Je ne pourrais pas répondre, mais après, quand on voit les chirurgiens, ils élargissent vraiment leur indication, notamment dans les tailles de tumeurs. Donc c'est vrai que nous, on pourrait dire il n'y a pas d'indication chirurgicale, c'est hors des critères chirurgicaux, alors qu'il y a peut-être des possibilités. C'est complexe. Oui. Et après, pour les biopsies de la tumeur, tu nous conseilles de les envoyer pour lecture au CHU, ou on peut continuer avec nos anapathes référents? Alors, je pense qu'on peut continuer avec les anapathes référents. Ce qui est important, c'est de les avoir en stock, même si c'est des lames, même si c'est de la paraffine, pour qu'on puisse derrière refaire des analyses. Ensuite, par expérience, si on commence à prendre des décisions avec les paramètres, la classification histologique, ce qui va venir, il faut que l'histologie soit capable de faire ça. Et souvent, le compte-rendu d'histologie, c'est simplement CHC. Ce qui ne suffit pas. Et donc là, les anapathes, il va falloir qu'ils réapprennent à faire aussi de l'histologie, parce qu'ils ont perdu l'habitude, puisqu'on ne biopsiait plus. Donc il y a tout un travail à faire. D'accord. Alors, ensuite, Thomas. Déjà, félicitations pour ce brillant topo. Ouais. Petite remarque, je trouve que tu as été très dur avec la chimio-embolisation à partir de données de cohortes qu'on sait
assez mal faites et très diverses, notamment sur le fait qu'on dégrade terriblement la fonction hépatique. Je vous montrerai demain ce que donne la cohorte Optimis en France, et en fait on ne dégrade pas tant que ça la fonction hépatique quand on la fait correctement. Juste, il y a un point que tu as mentionné, c'est la non-éligibilité à la chimio-embolisation. Enfin, on n'a pas de guidelines et tout le monde dit des choses différentes, qu'on soit en Asie, aux États-Unis, en Europe. Et finalement, ce que tu nous as montré dans d'autres diapositives, c'est du subjectif complet, c'est-à-dire est-ce que c'est de la maladie systémique ou est-ce que c'est de la maladie localisée. Et je rejoins tout à fait ton avis sur l'importance de la biopsie, parce que même dans la chimio-embolisation, c'est un champ qu'on ne fait pas, et moi j'arrive toujours pas à biopsier mes malades systématiquement avant la chimio-embolisation, mais je pense qu'il faut absolument qu'on aille aussi à la biopsie avant la chimio-embole. Bien sûr. C'est ce qu'on essaie de faire, hein. Tout patient chimio-embolisé est biopsié dans le même temps que la chimio-embole. Je pense que c'est important. Si après on a une alpha-féto très haute et une tumeur très peu différenciée, ça va peser dans la balance quand même pour la poursuite du traitement. Une dernière question, donc une réponse courte. Quel marqueur prédictif pour l'immunothérapie dans le CHC ? Si je le savais, j'aurais déjà posé un brevet, je serais riche. Il faudra demander à Thomas, il est plus avancé que ça. Des marqueurs, on en trouvera. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas simplement le marqueur PD-L1, PD-1, ça c'est pas ça. Mais il y a des recherches en cours et je ne doute pas qu'on va finir par trouver les patients qui seront potentiellement bons répondeurs, ou au contraire des patients chez qui il ne faut pas faire l'immunothérapie. En recherche. Très bien. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Merci à tous les orateurs pour cette session.